Radio Classique, l'invité du soir de Patrick Poivre d'Arvor. Cet invité est Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée. Bonsoir. Bonsoir. Président du groupe UMP au Sénat. Parlons justement d'Emmanuel Macron, là, qui a la tête ailleurs là pour l'instant, mais il en profite. Le projet de loi, donc son projet de loi a été adopté en première lecture à l'Assemblée. Il va arriver chez vous maintenant, chez vous les sénateurs. Et puis c'est plus comme avant où il y avait une majorité socialiste. Ça va être plus difficile. Vous allez beaucoup tailler dans ce projet. Oui, alors il a été adopté peut-être, mais avec le vote bloqué, avec le 49-3. Donc c'est quand même une sorte de fiasco politique. Mais un fiasco politique, pourquoi ? Pour peu de choses finalement. Il y a 295 articles, il n'y a qu'en France qu'on pense qu'il faut faire des lois avec des centaines d'articles pour modifier la réalité. C'est absolument stupide. En réalité, c'est un pot pourri. Ça part dans tous les sens. On a besoin d'un ramasse-miettes un petit peu, il y a beaucoup de choses. Oui, alors moi je pense que c'est aussi un cache-misère, si on s'en tient au bon mot, un cache-misère qui cache justement les mauvais résultats, l'échec de la politique économique de François Hollande. On a un record européen pratiquement pour le chômage, on a un record pour les déficits, on a plusieurs records économiques, la France dégringole, et je pense que le Sénat va s'emparer de ce texte, mais pour faire de ce texte un vrai texte sur l'activité, sur la croissance, pour libérer les énergies des entreprises. Parce qu'il y a quand même des bonnes intentions là-dedans. Enfin, je parle de votre point de vue. Bien sûr, il y a quelques petites bonnes intentions. Mais qui peut-on convaincre que en donnant plus de pouvoir aux inspecteurs du travail, on redonnera confiance aux chefs d'entreprise ? Peut-on convaincre que avec des cars entre les villes, on va relancer la croissance en France ? Il peut y avoir ici ou là quelques petites choses. Le problème, c'est que ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Quelle est la situation de la France ? C'est une situation dramatique. Il y a pratiquement 5 500 000 chômeurs de plus, toutes catégories confondues. Depuis que François Hollande est président de la République, il s'en est ajouté pratiquement 600 000. Et ce que nous reprochons à Emmanuel Macron, c'est d'être dans la communication. C'est que son texte n'est pas à la hauteur du drame économique que vivent aujourd'hui tant de Français. Donc on va essayer de faire en sorte de donner, si j'ose dire, du peps à cette loi, de déverrouiller un certain nombre de contraintes qui sont... Sauf qu'une fois que vous l'aurez retricoté, il va peut-être à nouveau détricoté par l'Assemblée. Peut-être, mais peut-être pas complètement. En tout cas, ce qu'on va faire, nous, c'est une vraie loi pour la croissance. Donc, le sujet des 35 heures, il faut finalement en sortir. Eh bien, nous allons le proposer. On va proposer le chômage des jeunes. C'est aussi parce qu'on a de moins en moins d'apprentis en France. On décourage l'apprentissage. Pour des raisons idéologiques, depuis 2 ans, il y a un effondrement de l'apprentissage à cause de la gauche. On va aussi en parler. Les seuils sociaux, on en parle beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord entre les partenaires sociaux. On fera des propositions. Le compte pénibilité, je reviens, moi je n'étais pas comme Emmanuel Macron sur les pistes des Alpes ou des Pyrénées. J'étais au salon de l'agriculture. J'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs qui sont aussi employeurs. Pour eux, le compte pénibilité, c'est une catastrophe. Ça va les empêcher d'embaucher. Donc, vous voyez, sur ces sujets, sur bien d'autres encore, le Sénat va apporter sa touche. On va modifier profondément cette loi pour faire en sorte qu'elle soit utile pour les Français, pour les entreprises, mais aussi pour les salariés, c'est important. Alors, je rebondis encore sur la chronique d'Astrid de Villene tout à l'heure. Les tensions entre les communautés juives et musulmanes, à la suite des propos de Roger Kuckerman, donc hier, on semble assez loin de l'unité nationale prônée le 11 janvier, première question. Et deuxième question, on a l'impression qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Quand vous dites français de souche, tout le monde vous saute dessus. On marche sur des œufs dans la sémantique et on a l'impression que ça va bien au-delà de la sémantique. Vous avez raison, bien évidemment. Votre première question, vous me disiez, c'était sur les tensions, et l'esprit, ce qu'on avait appelé l'esprit du 11 janvier. L'unité nationale est morte avec l'utilisation du 49.3. Comment François Hollande peut-il exiger de l'opposition qu'elle respecte cet esprit d'unité nationale quand il ne peut pas exiger de sa propre famille politique, du Parti Socialiste, qu'il puisse voter un petit texte qui s'appelle la loi Macron. Pour ce qui concerne le communautarisme, pour ce qui concerne le phénomène que vous êtes en train de souligner, moi j'observe que dans la loi Macron, il y a un amendement qui a été voté et qui dispose que sur les territoires d'outre-mer, on puisse supprimer les fêtes de notre calendrier.
les Noël, remplacer Pâques, par d'autres qui sont plus locales. Oui, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est le communautarisme. Puisque à Mayotte, où il y a énormément de musulmans, j'imagine qu'on fêtera l'Aïd Kelbir. À La Réunion, là où il y a par exemple des communautés hindoues ou autres, on fêtera d'autres fêtes. C'est le début de la fragmentation communautariste de la France. Fêter la fin de l'esclavage et d'autres choses qui mais sont ça, plus c'est directement positif. Mais ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun sujet. Simplement, si en France, on commence à dire, écoutez, chaque territoire peut construire son propre calendrier, c'est l'identité française qui part. C'est le communautarisme. La gauche qui passe son temps à nous faire des leçons de morale est en train de fragmenter la France. Et ça, c'est un article qui a été voté dans la loi Macron. Donc vous voyez que dans cette loi, il y a vraiment un fatras de choses qu'il faudra bien sûr nettoyer. Et vous, quand on vous a fait retirer votre crèche au Conseil général de Vendée, vous avez eu l'impression que vous touchiez à l'unité nationale? Écoutez, moi, il y a eu un jugement d'un tribunal. Je suis un élu républicain et je suis pas au-dessus des lois, je suis pas au-dessus des juges. Donc j'ai appliqué, mais je l'ai contesté. Je pense que je gagnerai et je l'ai annoncé aussi. Je ferai, puisque je me suis entouré de conseils avisés, si demain, à Noël prochain, nous organisons par exemple une exposition sur les crèches du monde, eh bien, aucun juge ne pourra le contester. Donc nous le ferons. La crèche ne renvoie pas, et je m'en suis aperçu parce que j'ai eu de nombreux témoignages de gens qui sont soit athées, agnostiques, qui sont musulmans, qui sont exactement. Mais la crèche renvoyait à un imaginaire, l'imaginaire de notre enfance, un élément de notre culture française, et pas tellement finalement d'un culte qui soit catholique, chrétien. Et je pense que c'est une tradition pour vous. C'est une tradition. Et vous savez, aujourd'hui, les Français ressentent à la fois ce sentiment, cette réalité même, d'un déclassement économique, avec l'appauvrissement, mais en même temps de dépossession culturelle. Je viens de terminer le livre d'un auteur qui est plutôt proche de la gauche, qui s'appelle Laurent Bouvet, sur insécurité culturelle. Et je pense qu'un certain nombre de ces thèses sont parfaitement fondées. Je crois que dans cette période difficile, si on retire de l'espace public des références, des repères, il restera plus rien à aimer. Il restera plus rien à faire partager et les Français ne pourront plus se rassembler sur quelque chose de fort qui exprime quelque part notre culture et la France. Bruno Retailleau, puisqu'on parle justement de la culture chrétienne, il y a eu la nuit dernière, dans l'est de la Syrie, enlèvement de 90 chrétiens assyriens par les combattants de Daesh, et on en parle assez peu finalement. Vous parlez des mots qu'on ne peut pas utiliser ou qui sont critiqués lorsqu'on les utilise. J'étais un des premiers à utiliser le terme islamo-fascisme. J'ai été le premier parlementaire à me rendre sur place, à Erbil, dans le Kurdistan. C'est un mot, l'islamo-fascisme, qui a été utilisé par Manuel Valls. Il a été critiqué, je l'ai soutenu. Il se trouve que j'ai reçu, il y a quelques semaines, une femme remarquable, kurde, commandante Nasrin Abdallah, qui était la femme qui commande la branche armée, vous savez, dans la bataille de Kobané. Ouais. Extraordinaire. Quel symbole! Une femme à Kobané qui résiste à ces fous. Kurde et peu aidée par les Turcs. Et très peu aidée. Tout près de la Turquie, qui est en train de jouer un double jeu. Alors qu'elle est dans l'OTAN et alors qu'elle est dans la grande coalition, elle interdit aux avions de cette coalition et aux avions français de décoller de ses propres bases. J'ai été alerté dès hier, on m'a envoyé d'ailleurs un certain nombre de photos, par ses amis kurdes, de Syrie. Et voilà, pour moi, Daesh et l'État islamique, c'est le troisième totalitarisme. C'est clair, il faut les combattre, il faut les éradiquer. Et je le dis aujourd'hui solennellement, au moment où d'ailleurs nous engageons, la France engage à juste raison le porte-avions le Charles de Gaulle, je pense que nous devrons intervenir aussi en Syrie pour protéger les minorités, notamment les minorités chrétiennes. C'est la vocation de la France. Je pense que la bataille se déroule bien sûr en Irak. Les Peshmerga, avec le gouvernement irakien, est en train de préparer une campagne pour reprendre Karakosh et puis Mossoul. Ce sera sans doute dans quelques mois. Il y aura une autre campagne à gagner, ça sera celle d'Alep. Mais il faut aider et livrer des armes aux Kurdes. Mais on a les moyens d'aller sur tant de fronts, la Syrie, l'Irak, le Centrafrique, le Mali et d'autres. Vous avez raison. Je pense qu'il faut faire des choix.
Mais je pense que par rapport à ce qui s'est passé au mois de janvier, je pense que le combat contre le terrorisme et contre ce fascisme islamiste, il se déroule à l'étranger, il se déroule sur le sol français, mais je pense que entre l'Irak et la Syrie, il y a une unité. D'ailleurs, Daesh est en train de faire voler en éclats les frontières, et en s'engageant en Irak, on devra tôt ou tard s'engager aussi, au moins dans le nord de la Syrie, pour essayer de protéger ces communautés avec et aux côtés, là encore, des combattants kurdes. Alors, on évoquait tout à l'heure les frondeurs du PS. Apparemment, là, pour l'instant, vous avez un peu moins de problèmes à l'UMP et à l'UDI, puisque vous allez partir unis, en tout cas, pour les départementales. Est-ce que ça va être suffisant pour battre le Front National, qui devient finalement votre premier adversaire, puisque c'est le premier parti de France? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On parlait tout à l'heure du salon de l'agriculture et moi je l'avais constaté. Dans la ruralité, il y a une tentation. Il y a une vraie tentation. Pourquoi ? Parce que, alors ça c'est Christophe Guilluy a fait un excellent ouvrage, les fractures territoriales. En France, vous avez une partie, vous avez la France métropolitaine branchée sur la mondialisation, qui profite de la mondialisation, et vous avez de larges parties du territoire périurbain. Exactement. Ils se sentent abandonnés, laissés pour compte de cette mondialisation, et ils ne se sentent pas représentés. Et c'est là la catastrophe. Et je pense que il faut réagir. Je pense que l'UMP a une responsabilité. Il y a eu tant de divisions, tant de querelles. Je pense que les choses s'apaisent. En revanche, on répondra aussi au Front National, non pas par des invectives, mais on y répondra avec un projet, avec des valeurs, avec des convictions qui seront fortes. Alors, il y a les départementales, ça c'est dans un mois, puis il y a les régionales, ça va vous intéresser directement, puisque vous allez être donc tête de liste pour l'UMP dans la région Pays de Loire. Donc ça veut dire que vous allez laisser tomber votre département. Donc vous êtes président du Conseil général. Je ne vais pas le laisser tomber. En tout cas, vous êtes obligé de le faire. Ça fait 27 ans que je suis élu conseiller général. 4 ans. J'habite 5 ans, mais j'habite là où je suis né. J'ai été pendant 27 ans élu de ce canton. Si je quitte le Conseil général, je reste en Vendée. Ça sera un autre moyen de défendre la Vendée. Mais avec les nouveaux textes, vous savez que les régions vont concentrer entre leurs mains les manettes, notamment du développement économique. Quand on est élu, c'est pour rendre service aux gens, et je considère que le premier des services à rendre aux gens aujourd'hui, c'est sur le front du chômage qu'on doit obtenir des résultats. Plus efficace d'être au conseil régional. Je pense que ça sera plus efficace. Il y aura 13 grandes régions, et je pense que combattre, vous savez, tant de choses à faire que j'aurais peut-être profité d'un peu de temps libre si je n'étais pas parti au combat, mais je pense que faire basculer des régions préparera en même temps l'alternance pour 2017. En tout cas, c'est mon souhait. Vous pensez que la région Pays de Loire peut basculer? C'est une des régions qui peuvent basculer. Général basculer à droite quand François Fillon. Vous avez raison. Vous avez raison. C'était en 2004 et moi à l'époque j'étais tête de liste pour la Vendée. Je pense que c'est une des régions qui peuvent basculer, mais vous savez, ça sera difficile. C'est un vrai combat, mais ce combat, je veux le mener avec cette idée de la lutte pour l'emploi contre le chômage et en même temps pour préparer aussi une alternance. Merci Bruno Retailleau. C'est moi qui vous remercie. Il est 19h27 sur Radio Classique. Dans un instant, 24 heures du monde, l'actualité internationale avec Philippe Gau.